nouvel entretien sur la chaîne First Team après un champion NBA, un champion d'Euroleague. On reçoit un champion de France et un MVP même du championnat de France cette année. Eli Okobo est avec nous. Comment ça va, Eli? Ça va et vous, tranquille? T'es toujours au top, toi? Moi, toujours. J'ai mes premiers jours off là. On a enchaîné la saison avec le championnat d'Europe, la saison et là les fenêtres. Donc ça fait un peu plus de 95 matchs. C'est qu'elle avait commencé l'année dernière, ta saison, avec ce magnifique championnat d'Europe en Lettonie, où on était là. Magnifique. Merci les gars. Ouais. Magnifique. Vraiment. La première question que j'ai envie de te poser, c'est parce que tu sais qu'on t'aime beaucoup, Eli, c'est prendre de tes nouvelles un petit peu psychologiques. Tu sors d'une saison qui, je sais même pas sûr si à Hollywood on propose un scénario comme ça, les gars ils disent non, c'est trop. C'est trop. Comment psychologiquement ça va maintenant que, comme tu dis, cette saison 2025-2026 est derrière toi, comment ça va? Ben ça va, je pense qu'il va me falloir quelques jours pour prendre ce recul là sur la saison parce que vraiment il s'est passé des trucs dingues tout au long de l'année. Mais je pense que le fait de sortir par la grande porte avec une très belle note, avec ce titre, ça aide quand même. Ça aide, mais c'est vrai que c'était compliqué mentalement cette année. Ouais. Il y a plein de trucs, évidemment, on va y revenir, ce qui s'est passé surtout avec Monaco en off, mais on va commencer par le terrain. T'es donc MVP du championnat, MVP des finales. T'es le meilleur joueur. MVP de la Leaders Cup. Et MVP de la Leaders Cup. Donc t'es de loin le meilleur joueur qui joue dans l'Hexagone. Là, on peut le dire. Ah, là, il y a des trophées à la maison. Ah là, les accomplissements, ils sont là. Ouais. Non, franchement, c'était lourd. Une très bonne saison où j'ai été efficace, régulier sur la durée. Et on est allé loin, on a gagné les titres. Donc ça fait plaisir d'avoir eu ce statut-là. T'as 27 ans, 28 ans? 28. 28, tu rentres ce qu'on appelle dans le prime. Est-ce que tu avais coché en début de saison de dire, bon, je suis Eli Okobo, je m'installe en équipe de France avec un nouveau sélectionneur, j'ai joué des Final Four d'Euroleague. Est-ce que, bon, cette année, il faut que je valide avec des titres de MVP. C'est un truc que tu avais en tête? Même pas. Je me suis toujours dit que c'était hyper dur d'être MVP d'une saison entière parce qu'il faut être bon tout le temps. Et il y a toujours des joueurs qui performent aussi dans les autres équipes. Après, je sais qu'il y a possibilité puisque on allait finir premier en haut du tableau. On est une bonne équipe avec Monaco. Et dès le début de la saison, je me suis senti bien dans le championnat de France. J'allais à mes spots, j'étais efficace, on gagnait des matchs. Et au fur et à mesure, ça s'est fait comme ça. Et je me suis dit, vers la fin de saison, je me suis dit, oh, il y a moyen de faire quelque chose. Et en avoir 3 de titres de MVP comme ça. Donc, saison, Leaders Cup et en Duncan sur un arbitre. Et en plus, et ça c'est l'action pour moi, c'est l'action de l'année. Et donc MVP, c'est vraiment cette année finalement il y avait tout pour toi. Même si ton titre de MVP, finalement, il a fait parler parce que alors t'as pas joué les 3 derniers matchs pour des raisons sur lesquelles on va revenir parce que tu n'étais pas payé par ton club. Tu rates les 3 derniers matchs, vous ne finissez pas premier officiellement du championnat. Mais finalement, ce titre-là, il a presque été essayé d'être mis en cause par certains. Bah, c'était un peu le bâton pour se faire battre, ne pas jouer les 3 derniers matchs, finir deuxième. Mais voilà, if you know, you know. On était la meilleure équipe du championnat. J'ai été très bon toute la saison. C'est pas ces 3 derniers matchs qui allaient faire la différence. Enfin, dans mon cas à moi, et bah, j'ai le trophée chez moi, donc ça prouve que ça n'a rien changé. Est-ce que t'as évolué par rapport à la saison dernière? Est-ce qu'il y a des choses où tu te sens mieux, où tu es peut-être meilleur sur le terrain? Bah, au fur et à mesure des années, j'ai l'impression que j'arrive de mieux en mieux à manipuler le jeu, offensivement, dans la manière où je crée des choses pour moi et je crée des choses pour les autres. Et à lire toutes les défenses, parce que j'en vois des défenses sur les pick and roll, sur des isolations, des trappes, pas des trappes. Donc voilà, juste prendre du plaisir à manipuler ça et à rester efficace. C'est bien parce que ton match 5, on sait que tu es un super scoreur, on a toujours l'affiliation avec James Harden. Bon, tu es aussi capable de nous sortir des matchs à combien? Il a fait combien déjà? 14 passes? 14 passes, mais moi ce 14, match... c'est ça non? 15. 15, hein, excuse-moi, 15 passes décisives. Mais ce que tu dis, ça va complètement dans le sens du match 5, où finalement, on ne sait pas que Mike James va jouer, mais même Mike James qui joue, en fait, il est quand même dans un état... pas en shape de jouer un match de finale du championnat. Pas adapté à un match de 5. Mathieu est suspendu. En fait, tout ce qu'on se dit tous dans la salle, et ton coach le premier au micro de Chloé avant match, c'est carte blanche pour Eli.
On se dit, il va shooter 30 fois. Et c'est que comme ça qu'ils peuvent gagner. Et toi, en fait, ta lecture du match, ta manipulation du match, comme tu aimes dire, en fait, tu vas prendre l'inverse, tu vas mettre quand même 15 pions, mais c'est pas la passe que tu vas surtout peser sur ce match-là. Exactement. Et c'était drôle parce que les premières minutes, ça se passe bien, tranquille. Je force pas le jeu, je laisse vraiment venir à moi. Et la première action où je mets le dribble entre les jambes du mec et je mets le 2 points, je me dis, ça y est, je vais pour 50 points. et après, juste après, je rate mes 2 lancers francs. Et après, c'était la lecture sur les pick and roll. Ils sortaient vraiment fort. Et c'était le moment de faire confiance aux coéquipiers et donner des caviars un peu. En gros, tu es en train de nous dire que tu as réagi à la défense plus que c'était une volonté avant le match d'être plus dans la création pour les autres. Je savais que j'allais avoir encore plus la balle en main avec la situation de l'équipe. Mais je savais aussi que Paris allait être encore plus agressif sur moi parce qu'il y avait un créateur en moins. Donc c'était à moi de faire les bonnes lectures et pas perdre la balle et donner des shoots ouverts à mes coéquipiers. Juste pour revenir sur ces finales-là et ces 2 derniers matchs notamment et ce match 5, est-ce que tu as été surpris que Paris vous donne autant de short roll alors qu'il s'était adapté sur le match 3? Un peu. Il y a quelques joueurs qui le défendaient pas mal. Donc c'était un peu difficile. On gardait la balle un peu plus longtemps et puis le temps tournait. Mais on savait que si on le faisait avec la vitesse, au bout d'un moment, il y allait avoir des erreurs, des décalages. Donc après ce match 3, justement, on s'est dit faut jouer beaucoup plus vite et être beaucoup plus impactant sur le jeu placé. Parce que ça a été une vraie... Bien sûr, une bascule. Une vraie bascule dans cette rencontre. J'aimerais qu'on revienne presque un an en arrière. Évidemment, la fin de saison dernière, elle est compliquée. Tu fais une finale d'Euroleague où tu passes complètement au travers. Tu perds en 5 matchs dans un match fou face au Paris Basketball qui devient champion de France, qui vous prend le titre. Comment tu t'en es servi de ces 2 échecs-là? J'y pense des fois et c'est toujours de la frustration, surtout cette finale Euroleague. Après, on dit que ça arrive dans le milieu du sport, on peut pas être parfait. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là et tout, c'était très frustrant. Et perdre contre Paris derrière sur un match 5 chez eux, ça l'était encore plus. C'était l'accumulation, c'était trop. Mais juste après, arriver en équipe de France, un nouveau chapitre, même si ça se passe bien, moi je me sens un peu mieux dans cette équipe. Et derrière, arriver à la rentrée avec Monaco d'éther pour voilà, juste montrer que le vrai moi, pas le moi de cette finale Euroleague. Parce que ça va vite en fait. Tu sais, tu passes au travers d'une finale d'Euroleague alors que tu fais déjà une bonne saison. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah oui, c'est pas ce gars-là. Il est bon, c'est un bon joueur, il est élégant, gaucher, tricheur. C'est pas un mec des finales. Il est trop fort, mais il peut pas. Il peut pas dans le moment. Il est Kobo, quoi. Il peut pas dans le moment. C'est pas son niveau. C'est pas son niveau. Il est bon bête clic. Non mais ça va très vite. Il y a des mecs en NBA qui. Bah oui, ils font des matchs. Victor, les gens lui tombent dessus après la finale. C'est ça, tu vois. Donc quelque part. Un jour, en tant que sportif, t'es tout là-haut, t'es le meilleur joueur du monde et le lendemain. T'as un mec qui a parié sur toi, t'as pas mis 15 points, tu te fais insulter ta maman, tu vois. On n'insulte pas les gens à cause des paris sportifs, s'il vous plaît, soyez intelligents. Exactement. Enfants, merci. Mais du coup, tu reviens surmotivé pour ce début de saison, et le début de saison de Monaco, il est intenable. La Super Coupe, vous mettez rouste sur rouste, et jusqu'à Noël, finalement, en fait, même en Euroleague, ça se passe plutôt bien. Ouais. Vous êtes dans un mode où vous êtes en course pour tout gagner, Euroleague y compris. On est bien sur le terrain, on est payé aussi. Et ouais, je pense qu'avoir perdu les 4 trophées en plus l'Euroleague la saison d'avant, on s'est dit qu'avec notre effectif, les joueurs, ça fait 4-5 ans qu'on se connaît, on pouvait pas refaire la même saison que l'année précédente. Même si on allait en finale Euroleague, on a fait une très grande saison en Euroleague. En championnat de France, on peut jamais laisser passer tous ces titres. Est-ce que vous avez commencé cette saison-là, donc on va dire en septembre 2025, en vous disant c'est peut-être la dernière où on est tous ensemble, tout ce groupe de joueurs qui a joué plusieurs saisons ensemble? Pas du tout. Il y avait des joueurs qui avaient signé pour plusieurs années. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient encore sous contrat. Hein, donc, moi, je savais que c'était ma dernière année sous contrat. Je savais pas ce que j'allais faire après. Mais non, c'était vraiment en mode faut faire mieux que l'année dernière parce que l'année dernière, c'était vraiment moche. C'est bien parce qu'il n'y a plus aucun joueur du coup maintenant sous contrat, comme quoi les événements. Il y a les stagiaires pro, mais oui. Du coup, et en janvier, il y a une bascule. Janvier, le début d'année de manière générale. Ça a commencé quand concrètement là, vos soucis là? Ça a commencé en décembre. Pour Noël. Ouais. C'était difficile de faire des cadeaux.
Non, T'as eu un repas chaud quand même le 25 ou pas? repas chaud, c'était bien. Après, la prochaine fois, gros. Famille, le sapin, tout Tu sais ça. que YouTube, c'était- ça paye pour le coup. Hein. Arrêtez. C'est tous les mois. Non, je rigole. Mais c'est vrai que ça a commencé en décembre. On s'est dit, C'est pas bien. ouais, quand est-ce que ça va se régler? Les paiements commencent à arriver un peu plus tard que la normale. Et on nous a rassurés en disant que ça allait arriver. Mais ça a mis beaucoup de temps. Trop de temps, en fait. Et c'est là que... En fait, je pense que décembre, donc on n'avait pas été payé, mais on est dans un flow où, sur le terrain, on est bon. On joue bien ensemble, tout se passe bien, on gagne les matchs. Donc en fait, t'arrives à passer un peu à côté de... Même si c'est frustrant, t'arrives à passer un peu à côté. Et en janvier, tu prends une branlée à Zalgiris. Et là, c'est en mode... ah ouais, on perd et en plus, je suis même pas payé. Et là, tu rentres La dans frontière une- était fine en fait. C'était tout fin. Tant qu'on gagnait, en fait, ça se passait bien. Même si, bon, on en parlait. Quand est-ce que ça arrive? Qu'est-ce qui se passe? Le club, tout ça. Mais le moment où on a perdu un match, et c'était pas beau en plus, c'est là que c'est parti en cacahuète. Le départ de Spanoulis, il est sportif ou il est financier aussi? C'est aussi l'un des événements importants de votre saison. Je pense que c'est un peu des deux. Il était à peu près dans la même situation que nous en termes de paiement. Mais d'un autre côté, voilà, c'était la période, le trou noir, où on faisait que perdre les matchs. On avait perdu 5 matchs janvier-février en Euroleague d'affilée. Je sais que c'est le moment où il y a eu un conflit avec Mike et moi à Istanbul. Et je pense que ça aussi, ça a été un peu la goutte d'eau. Et je pense qu'il s'est dit qu'il pouvait plus trop gérer ce qui se passait dans le club et avec l'équipe, avec le tout, quoi. On a l'impression que le vrai point de départ là, de tous les événements négatifs, c'est vraiment l'histoire d'oseille. C'est vraiment que ça? Ou est-ce que déjà il y avait, je sais pas, ouais, un début de rupture avec Spanoulis, quelques problèmes entre les joueurs? Non. Je pense que ça a commencé vraiment avec les problèmes de paiement. Et ça a accumulé. Quand tu arrives au vestiaire et tu parles plus trop de basket et tu parles plus de quand est-ce que ça va tomber, tu comprends bien que c'est pas normal et que... Peu importe ton métier d'ailleurs. Oui, Peu importe ton métier. Tu te dis où est-ce qu'on va là? Là, c'est pas bon. on peut débunker d'ailleurs tout de suite ceux qui vont se dire eh oui, les sportifs, vous gagnez trop, vous, les athlètes, vous avez de la chance. Oui, bah oui, vous avez de la chance, c'est une réalité. Maintenant, il y a personne ici ou les gens qui vont regarder cette vidéo qui peuvent aller sereinement au travail sans être payés 1 mois, 2 mois, 3 mois, et 4. plus encore, 4. Jusqu'à 4. Voilà, non mais on peut le débunker avant qu'on dise bah oui, vous avez de la chance de faire votre métier. Oui, c'est vrai. Non, on vrai, a de la c'est vrai, chance. bien sûr. J'adore mon métier. J'aime aller sur les terrains de basket. J'aime m'entraîner. Et j'ai pas aimé ne pas être sur le terrain en fin de saison. Je regardais l'équipe, mais c'était plus possible. Et au bout d'un moment, faut faire passer des messages. Et si c'est la solution, c'est la solution. Mais c'est vrai que c'était très très compliqué. Et ça vous a mis un petit peu aussi dans un porte-à-faux quand même vis-à-vis des autres clubs. Quand la De la Ligue met un petit peu incroyable. la main à la ouais. poche pour faire une avance. Parce que vous menaciez déjà de faire grève. Donc c'est la Ligue. C'était le match à Chalon, je me souviens. Où c'est la Ligue du coup qui fait un paiement. Vous, ça vous met aussi en porte-à-faux par rapport à ça, par rapport aux autres clubs. Au final, ils ont pas fait de... Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas eu Ils besoin ont de pas fait faire. d'avance. Le club a essayé de gérer au mieux cette période-là. Mais c'est vrai que oui, c'était la période où on avait des promesses qui n'étaient pas tenues et au bout d'un moment, il fallait que nous, on agisse en conséquence. Et la solution pour nous, c'était de faire grève. On ne savait plus quoi faire. Est-ce qu'on s'entraîne? Est-ce qu'on ne s'entraîne pas? Est-ce qu'on va au match? Il faut faire quelque chose parce qu'il n'y a rien qui se passe en fait. Et on continue à être là sur le terrain, à jouer, à gagner, à perdre, à s'embrouiller, toutes ces choses-là. Donc je pense que quand c'est sorti un peu ça, le championnat de France a eu peur. Et ils ont voulu trouver des solutions. C'était la période où on allait jouer à Nanterre devant 17 000 personnes. Donc ils ne voulaient pas que ce match soit annulé. Ah oui, c'est vrai. C'était un match à la Défense, oui, annuel, c'est quand même une grande fête et tout. C'est vrai qu'il y avait cette crainte. Oui. Mais on sent bien que c'est au bout d'un long process. J'imagine que vous avez résisté, enfin vous avez fait votre métier du mieux possible. Ah, bien sûr, jusqu'à arriver à ce moment où, on a eu des rendez-vous avec les personnes des bureaux. On a eu les réunions entre joueurs. Et on s'était dit, on tient le coup jusqu'à cette période, on se donne à fond, on lâche pas, et on voit
c'était le moment où le gouvernement devait rentrer pour aider aussi. Comme le Monaco, bien sûr. Hein. Donc on allait jouer jusqu'à cette période et voir la suite après. Pour revenir un petit peu au basket, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus aussi, même si on est obligé de parler de ça, ça a tellement fait les choux gras cette année. Donc il y a le départ de Spanoulis, c'est Sergueï Gladir qui reprend avec Manouchar. Il y a quand même une différence directe. On le sent tout de suite, c'est que Mathieu et toi, vous êtes beaucoup plus associés. Et il y a une espèce comme... allez-y les gars, quoi. C'est à vous maintenant, ça vous appartient un petit peu plus, la création, il y a une espèce de carte blanche qui vous est donnée. Ouais, ben... En fait, c'est les assistants, Manouchar et Sergueï, qui sont avec nous depuis 4-5 ans maintenant, donc ils nous connaissent. C'est avec eux qu'on peut échanger le plus quand ils sont assistants, si on a des questions, des problèmes ou quoi. Donc ils nous connaissent très très bien individuellement, et quand ils ont pris la relève, c'était vraiment les gars, on sait de quoi vous êtes capables, on va vous gérer un peu de loin, même si on n'est pas des coachs très très réputés. Mais voilà, donnez-vous à fond, respectez-nous. Nous, on va vous respecter les fans qui viennent voir les matchs, etc. Et ça va le faire. Et ça nous a de suite relâchés. Et tout le monde a pu s'exprimer. On a vu des joueurs qui jouaient moins, jouer plus et apporter au groupe. Il faut leur donner quand même beaucoup de crédit parce que Steph et moi, quand on est souvent dans les salles, donc quand tu es coach d'une équipe de Euroleague qui joue le titre, les mecs, ils faisaient les rebonds d'avant-match. Je sais pas si on se rend compte, en fait, à ce niveau-là. C'est du jamais vu. Les mecs, c'est Gladir et Manouchar, ils faisaient les rebonds des joueurs avant les matchs. C'est comme si tu chantes dans la rue pour la fête de la musique et tout d'un coup, hop, tu fais le Stade de France, quoi, en gros. Exactement. Et tu le fais bien. Mais ils faisaient les rebonds d'avant-match. Ils faisaient le speech. Après les matchs, ils regardaient la vidéo. C'est eux qui faisaient les montages vidéo. Parce que de base, c'est leur taf. Ils ont tout fait pendant ces derniers mois-là. Ils dormaient pas. Donc, gros respect à eux. Ce qu'ils ont fait, c'était incroyable. Je pense que ça a été une très très bonne expérience pour eux aussi de gérer un effectif pareil. Et j'espère qu'ils vont continuer à monter et taffer dans les années à venir. Est-ce qu'ils ont changé les trucs d'un point de vue du basket? Erwan parlait de vos rôles à toi et Mathieu, mais est-ce que dans le basket, il y a eu une rupture avec ce qui s'était passé avec Spanoulis? Ils nous ont laissé de la liberté. Quand tu joues à 6, de toute façon, de facto, tu as plus de liberté. Ah oui. Au bout d'un moment, c'est normal. 13 sports sur le terrain et même eux avec beaucoup de responsabilités sur certains matchs. Mais voilà, quand il fallait dire quelque chose, ils étaient directs, que ce soit individuel ou en vidéo devant tout le monde. Comme ils nous connaissent bien et nous aussi, et on sait que c'est pas personnel. Donc on a eu de bons échanges avec eux. Ouais. Donc souvent, dans ce moment-là, on dit que les joueurs prennent plus de place. Dans le sens où, tu vois, dans les décisions qui vont être prises, est-ce que ça a été le cas pour vous, sans dire que c'était la République des joueurs, mais est-ce que, du coup, y a des assistants qui prennent la suite, ils font absolument tout ce que tu viens de dire. Est-ce que tu as eu un rôle plus important sur la tactique, par exemple? Ouais, sur des temps morts même. Ouais, ou sur la prise de parole. Sur des temps morts, ils mettaient en place des systèmes spéciaux après temps mort. Mais c'est vrai que nous, sur le terrain, on annonçait plus les systèmes, on voit des choses après sur le terrain, donc on se disait des choses, on pouvait parler au coach, dire ouais, ça, je pense que c'est bien. C'était pas le cas avant? Si, on pouvait, mais c'était un peu plus contrôlé, quoi. Le head coach. Mais on a l'impression justement que cette liberté, à Mathieu et à toi, quelque part, ça vous a aussi galvanisé. Et on va ouvrir le chapitre des playoffs. Mm-hmm. Honnêtement, je l'ai souvent dit, parce que j'ai la chance de commenter avec Steph, de dire, moi, j'ai rarement vu un duo d'arrière français faire ce que vous avez fait en playoff. Avec un effectif réduit, qui a commencé encore plus réduit qu'en finale. Ce que vous avez fait, c'est quand même assez incroyable, mais on vous sentait aussi avec une espèce de... Je te dis un truc de... Allez, on a toutes les munitions, maintenant, il faut bien les utiliser. Ouais, on était en mission, en vrai, parce que l'année dernière, le match 5 et les matchs d'avant, Mike, il jouait pas, donc c'était vraiment nous deux les créateurs aussi. Et on a perdu au match 5. Et ça, c'était hyper frustrant. On pouvait dire qu'on voulait vraiment gagner là-bas. Et cette année, rebelote, on est nous deux. Il n'y a pas Mike pour les playoffs. Le premier tour contre Bourg, on ne sait même pas qui va jouer. Je savais même pas si j'ai appris. Je savais que j'allais jouer le matin même. Oui, parce que donc toi, tu joues pas les 3 derniers matchs de la saison régulière parce que tu n'es pas payé. Et en playoff, il y a un vrai point d'interrogation. On ne sait pas si tu vas jouer. Exactement. Moi, j'attendais une confirmation de quelque chose pour pouvoir jouer. Je l'ai eu le matin du match.
Ah, le matin, t'as eu un virement, en gros, Ouais. et t'as joué du coup. En vrai, c'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Après, C'est fou. après, pendant la période où je jouais pas les matchs, j'étais avec l'équipe toute la semaine, je m'entraînais avec l'équipe, je faisais mes routines normales, c'est juste que je n'allais pas au match. Donc, en vrai, je me préparais aussi au cas où, mon but c'était de jouer, j'avais envie de jouer. Oui. Donc, je me préparais pour les playoffs. Comment tu le vis comme ça quand un joueur majeur comme toi, Eli Okobo, MVP du championnat, tu dis vas-y, je vais pas jouer, je me mets en retrait. Comment on le vit, quoi, le match? Tu le regardes, le match? Je regarde le match à la maison, c'est hyper frustrant. Je me dis, je pourrais être avec eux, les aider quand même. Je vois les espoirs qui ont encore plus de responsabilités, qui font des belles choses, mais c'est difficile aussi pour eux. Et ça me frustre, parce que d'un côté, j'ai envie de rester avec mon équipe, avec les soldats avec qui je suis depuis 4-5 ans, les aider, mais là, c'était trop, donc je pouvais pas. Et ce que j'ai apprécié, c'est que eux, ils comprennent aussi ma situation. Et Il y a pas un mec qui est venu te dire faut que tu joues maintenant. Tout le monde était dans le même sens, on va dire. ils comprenaient ma situation. Après, ils voulu que je joue quand même. Mais, Bah oui. Mais voilà, mais je suis arrivé au bon moment. Donc, Clairement. du coup, il y a ces playoffs, le premier tour face à Bourg qui vient de gagner l'Eurocup. Et moi, pour avoir discuté un peu avec Freddy Fotoux lors sur le match 5, lui, Freddy, il joue le titre. Parce qu'il dit Monaco, avec tous les problèmes qu'on vient d'évoquer, ils sont bons à prendre. Et derrière, en fait, Paris, lui, les a battus en championnat. En fait, il joue le titre. Ils se sentent forts, en fait. Il se dit je peux faire le doublé. Ouais. Et nous, de base, on s'est dit aussi que ce premier tour contre Bourg, c'était jouer le titre. Parce qu'on sait pas du tout avec qui on va jouer. Et on sait que Bourg, voilà, ils ont gagné l'Eurocup. Ils sont nuls depuis une semaine parce que Ils ont du mal à retomber. voilà, il faut qu'ils digèrent un peu leurs résultats. Et ils nous ont battus 2 fois, du coup, pendant l'année. Je me dis, oh là, ça va être chaud. Là, ça va être une grosse série. Et surtout que c'est que 2 matchs gagnés. C'est pas une série de 5. Donc, ouais, c'était là. J'avais un peu de stress pour cette série. Et je pense que ça nous a permis de... Voilà, on a gagné le premier match à la maison. On s'est dit, allez, on veut pas revenir. Là-bas, ça va être chaud. Et on l'a fait. Mais c'est vrai que c'était compliqué. C'était compliqué contre Bourg avec tout le monde. Mais voilà, derrière... on est les soldats, on est efficace, on fait le taf. Là-bas, ça a été chaud d'ailleurs. Ça a été chaud. Ça a été très chaud avec le public. D'ailleurs, à un moment donné, Steph dit tu nous parles à nous sur un tir là, et tu prends une faute technique parce qu'il pense que tu chambres le public. Ouais. Et tu t'embrouilles surtout avec Freddy. Alors, Freddy, c'est ton sélectionneur, mais pas que. Freddy, tu le connais depuis que t'as quel âge à Pau. Bah oui. Et en fait, à un moment donné, on vous voit vous chambrer, on se dit il chambre, c'est bon enfant. C'est archi pas bon enfant en fait. c'est archi pas bon enfant. Comment? Qu'est-ce que vous vous dites déjà et comment, tu vois Non, mais je pense qu'est-ce qui se passe en fait? Dès le début, tout le long du match, je me faisais insulter par le public. Je l'entendais, je calculais pas trop. J'étais vraiment dans ma bulle. Il y avait ça jouait dur. J'avais Mokoka en face de moi. C'est mon gars, Adam. Il joue dur et je sais que c'est un très bon défenseur. Donc, je savais que ça allait être une soirée un peu compliquée. Et je suis dans ma bulle. Le 3e carton arrive. Le match est toujours chaud. Et je mets des gros shoots pour un peu climatiser ça. Et voilà, ça m'a mis cet esprit de compétiteur. Et j'ai regardé Freddy et puis on s'est regardé. Je pense qu'il n'a pas apprécié. On en a parlé après. Mais Et vous êtes quitté fâché le soir du match? Ouais, c'était un peu tendu. C'est les playoffs, on a des objectifs. Et après, quand c'est fini, on discute. Et là, en équipe de France, ça s'est très bien passé. Vous en avez rediscuté là, pendant la fenêtre? Pas pendant la fenêtre, mais on s'est parlé avant, oui. C'est important quand même. Vaut mieux, ouais. Avec le sélectionneur, T'as déjà donné avec les sélectionneurs avec qui tu n'entends pas bien. Tu vas pas remettre ça. Exactement. Tu vas pas. Non, surtout que lui, il semble bien t'aimer, lui, quand même. Non, ça se passe très bien. Ça se passe très bien avec Freddy. Donc, on en a parlé et puis on a fermé la page sur ça. Et on connaît son tempérament de toute manière, Freddy. Compétiteur. Bien sûr, tous les deux. Là, oui. Donc, il y a ce premier tour, ou ce match-là, où vous faites un match énorme. C'est le retour aussi de Bégarin, qui vous fait beaucoup de bien. Ah oui. Ouais. Parlons un petit peu de Bégarin, parce que quand il est arrivé sur un poste 3, il galérait, ça semblait beaucoup trop pour lui, ça allait trop vite, il semblait pas comprendre. Puis il a été redécalé sur un poste 4, les blessures lui ont mis du temps. Puis il nous sort un match 5 exceptionnel. Match 5 exceptionnel, mais la deuxième partie de saison, elle est exceptionnelle. C'est vrai. Elle est exceptionnelle. Il jouait pas, il avait pas de responsabilité, il se cherchait un peu quand il arrivait sur le terrain en championnat de France parce qu'il jouait
presque pas en Euroleague. Et puis avec les blessures, on le fait jouer 4, on le fait jouer 5, après il joue 2. Donc il s'est mis, et là on l'a mis dans une position hyper délicate parce qu'il faut qu'il connaisse tous les systèmes. Il doit défendre sur des gros intérieurs et on lui crie dessus parce qu'il prend pas les rebonds. Et sur les petits meneurs en même temps. Donc sa deuxième partie de saison, elle est incroyable. Et je lui ai dit, on va avoir besoin de toi pour de vrai. Là, quand t'as la balle, t'attaques, tu vas mettre tes pétards, tu défends comme un chien sur les petits meneurs là. Et c'est ce qu'il a fait. Et derrière, ça monte en confiance. 18 points en match 5. Oh, quel match. Magnifique. 18 points, des close-out, des... Même les finales en général, il est bon, bien sûr. Mais là, c'est vraiment... Bon, là, c'est le... Ah ouais. C'est la cerise. On avait besoin d'un wing athlétique comme ça qui fait du bien. Tu t'as surpris quand même sur ce match 5 ? Le 3 points dans le corner, là. Ouais. De 3 points, déjà, je sais même pas pourquoi il a pris shoot. non, franchement. Sergi non plus, parce qu'il le sort. Il a la haine de ouf, il a envie de tout arracher. C'est ça qu'on dit, c'est l'esprit de compétition. C'était un match 5, tu taffes, t'as envie de jouer, t'as envie de finir les défenses pour tuer le match. Et ce shoot, il a pris confiance, il a mis. Derrière, il prend des rebonds clutch, il fait des interceptions. Lui et Terry ensemble sur le terrain, c'était incroyable. Donc, non, chapeau à lui et je pense que ça va lui donner un coup de boost pour la suite de sa carrière, ça c'est sûr. Ouais, nul doute, ouais. Peut-être replacé même sur un poste 4, mais c'est vrai que la transformation comme ça du jour au lendemain, elle était magnifique pour un athlète hors norme. Bien sûr, bien sûr. Athlète hors norme. Donc après, il y a Nanterre en demi-finale. Voilà, la belle équipe surprise. Bon, ils sont privés de Mathis de Soyovo, mais c'est une équipe surprise, jamais facile à jouer, forte en défense. Et là, pareil, finalement, ça passe plutôt tranquille. Je pense qu'on est sur notre flow. Après le passage de Bourg, on s'est dit, il faut pas se relâcher. Bourg, pour nous, c'était le plus difficile, même si on respecte beaucoup Nanterre. On reste haut, on reste concentré, et voilà, c'est ce qu'on a fait. Hein. Après, ils défendent bien, ils défendent dur, mais on était efficace en fait, donc ça devait être frustrant, ouais, pour eux. Ouais, moi, on est potes avec Paul Lacombe, il nous dit tout le temps. En fait, Monaco, notamment la demi-finale de Coupe de France, il me fait, on perd que de 5, on s'offre un money time, mais on y est pas, on est à des années-lumière en fait. Ouais. Ouais, je devrais pas dire ça, mais bon, c'est pas grave. Tu as trahi le secret de Polo. Non, mais c'est cette sensation que tu dis, c'est qu'en fait, c'est cette contrôle, non, mais toi, tu le sais, eux, ils le savent aussi. C'est un peu ça qui ouais. Non, mais après, il y avait vraiment de la compétition et ils nous ont regardé droit dans les yeux, ils nous ont poussé quand même. Mais ouais, on était dans notre flow, dans notre zone et on pensait déjà à la finale. Ouais. Bon, comment tu l'as abordé cette finale, cette revanche ? Sans l'avantage du terrain. Sans l'avantage du terrain. Je sais même pas si on a plus gagné à l'extérieur qu'à domicile cette année en saison régulière. Donc on n'était pas très inquiet de l'avantage du terrain. Après c'est vrai que voilà, on s'est frotté les mains, on s'est dit c'est parti, c'est la partie 2. Hein, on a perdu l'année dernière et on voulait absolument pas. Et la manière dont on a perdu le match 1, c'était très frustrant parce qu'on contrôlait le match quand même et puis on se relâche. En fait, il faut faire toujours le même game plan avec Paris, mais on le fait jamais à 100%. Et dès que tu le fais pas, il court, il sanctionne. Tu passes de plus 15 à plus 2, et après tu tremblotes un peu, et il y a des tirs qui rentrent pas, tu fais des oublis défensifs, et c'est comme ça qu'ils te font payer. Mais quand t'es sérieux, après c'est... Parce que mine de rien, et de la vie de tout le monde, un partout, après les 2 matchs à Paris, c'est bien payé pour Paris. Parce que vous les dominez, ces 2 matchs. Ouais, on les domine, un partout. Mais nous, après un partout, on se dit, allez, encore plus sérieux, on refait pas les mêmes erreurs qu'au match 1, s'il vous plaît. On gagne et on célèbre devant notre public. Heureusement que vous avez dit ça alors. Et puis rebelote. Ah ouais. Le match 3, vous faites une super première mi-temps. Et puis ensuite, c'est là où ils vous donnent moins de short. Alors eux, ils s'adaptent tactiquement sur le fameux short roll. Vous perdez ce match 3, c'est ça, hein ? Exactement. Ouais, c'est ça. On pète les plombs. C'est Mathieu. On déjoue totalement. Et c'est Mathieu qui pète les plombs à la fin. Quelle image, toi, t'as alors, c'est pas une action, mais de ce moment-là du match, match qui est plié. Vous allez être mené 2-1. Et il y a Alpha Diallo qui parle avec Mehdi Difala. Il y a Mathieu qui pète les plombs, qui emploie des mots qui dépassent complètement le cadre sportif. Toi, quel regard t'as là-dessus ? Je pense que c'était un peu trop. Il y a l'accumulation de plein de choses, je pense, par rapport au match, des fautes sifflées, non sifflées. Quand tu compares avec nos fautes à nous et leurs fautes à eux. Mais quand tu prends du recul, et je pense que lui, il le fait aussi, un match 3, on est à 1 partout. Même si on perd, il reste au plus 2 matchs.
Donc, prends sur toi quand même, énerve-toi, mais dépasse pas la ligne. Et là, malheureusement, il a fait. Et c'est un apprentissage aussi. Donc j'espère, mais je pense pour lui que ça se reproduira pas dans les années à venir sur des matchs de play-off, des matchs aussi importants. Parce que, voilà, je pense que même lui il s'est rendu compte de sa bêtise et il finit à ne pas jouer un match 5. Alors que c'est les matchs que tous les compétiteurs veulent jouer. Donc, Est-ce qu'on peut ouvrir un peu ce chapitre des arbitres et de ton rapport aux arbitres? Mais Mathieu, on lui posera la question aussi quand il sera assis à ta place. Est-ce que tu te rends compte quand même que vous allez loin avec les arbitres? Parce que vous êtes tout le temps en train de parler, que vous vous aboyez même parfois, que tout le monde le sait, les gens dans la salle, les gens devant leur télé, et qu'à un moment donné, bah ouais, tu parlais d'accumulation. Mathieu, évidemment, là, il dépasse les bornes à ce moment-là, mais ça fait des mois, des années même peut-être que votre comportement aussi permet aux arbitres de vous sanctionner, et à juste titre. Et la question, c'est est-ce que comme notre comportement, il est comme ça aussi agressif ou souvent à se plaindre, est-ce que les arbitres, ils en ont pas marre de nous et ils nous aident pas en plus? Ça, t'en as conscience quand même. C'est évident. Après, franchement, c'est évident. C'est une relation toxique. Non, mais oui, mais bon. Humaine, je veux dire, c'est une relation humaine bah qui, oui, bien qui est sûr. cultivée chaque semaine depuis plusieurs années. Moi, quand tu dis agressif, moi, je te trouve pas, par exemple, toi. Moi, personnellement, je suis pas agressif. Non, t'es pas agressif, mais t'es peut-être pire. J'ai des moments où je suis frustrant, mais c'est vrai que on dit toujours qu'il faut que les joueurs se remettent en question. Et moi, je pense aussi que les arbitres doivent se remettre en question. Et quand tu peux venir démarcher un arbitre pour poser une question sans aucun air agressif et qu'on te regarde même pas dans les yeux ou t'as le sentiment d'être méprisé, mais de suite, tu crées une tension. Moi, je t'ai vu, notamment à la Leaders Cup, à un moment donné, sur un contact loin et tout, dire « Ah, come on, wake up !» Tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, il y a un espèce de truc de... Après, c'est toi, c'est ce côté gaucher, facile. Des fois, il y a ce côté un peu hautain que les arbitres peuvent avoir. Et il y a une phase avec toi et Mehdi en finale où tu viens lui parler. Il fait, écoute, t'as pris le ballon, tu l'as jeté à ton coach. Moi, tu me respectes pas, je te parle pas. Il y a cette séquence-là. Exactement. Ben, ça, c'est sa manière de voir les choses. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai vu. C'est pour ça que je veux avoir ton avis. Et quand je veux pour m'expliquer, il veut plus parler du tout. Donc, ok, on rentre dans nos contacts. Et puis derrière... on peut voir, enfin personnellement j'ai vu des coups de sifflet où je me dis ok, ben, je vois qu'il y a un problème, tu vois. Donc c'est tout le temps une balance, les joueurs ont des égos, les arbitres ont des égos et c'est ça qu'il faut gérer. Des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Tu nous expliquais en début d'émission que parfois tu as l'impression qu'on te donnait pas de coups de sifflet, vous donnez pas de coups de sifflet parce qu'en fait vous étiez trop dominant. J'ai eu des retours où sur des actions que je fais, je marque et il y a clairement faute. Et un arbitre me dit j'attendais de voir si tu marquais ou pas pour donner le coup de sifflet. Alors que s'il y a faute, c'est panier plus lancer franc. Donc je pense que voilà, des fois on en abuse, c'est sûr. Hein. On est l'équipe qui a les plus de technique en championnat de France. Et c'est mérité. C'est mérité, bah oui, c'est mérité puisqu'il les donne. Et après, il faut, comme je le dis, c'est une balance, un jugement. Mais rassure-moi, là, donc quand vous en discutez, vous, dans le vestiaire, vous n'êtes pas en mode de complotiste. Vous ne dites pas que les arbitres, on dit les arbitres, c'est plein de gars différents. Évidemment que eux se parlent entre eux, ils vous arbitrent aussi souvent. Vous n'êtes pas en mode, ils veulent nous la faire à l'envers. Eux, quand je dis eux, c'est même peut-être, je sais pas, jusqu'à la Ligue. Je peux aller loin, en fait, si on parle dans le délire complot. Tu peux être complotiste, tu peux penser plein de choses. Des fois, on va pas se mentir, des fois il y a des choses qui frustrent et des fois ça se passe bien et c'est vrai que c'est toujours à gérer, mais on aurait dû faire mieux pour montrer l'exemple en tant que meilleure équipe de ce championnat et meilleur joueur aussi. On l'a pas bien fait, mais voilà, on apprend de tout ça. Parce qu'il y a Mathieu, il y a toi, on n'a pas dit, mais Mike James quand même. Moi, je crois qu'il faut regarder les stats. Il va sur Twitter pour. J'ai pas pris beaucoup de techniques, moi. Je sais, mais t'es là. Donc, mais encore une fois, on va poser les mêmes questions à Mathieu. T'inquiète, c'est pas juste toi. Mais je veux dire, Mike James, il est dans les vestiaires, il tweet pour incendier les arbitres. Oui, bah, tu m'étonnes que le match d'après, le gars, il veut pas être un peu, tu vois, se confronter à ça. C'est normal, c'est humain, non, quand même. Ah, c'est ça. Rassure-moi, quand même. On n'est pas fou. Ah non, tout le monde est humain. Les arbitres, des fois, ils font des choix comme ça, ils se trompent. Ouais. Nous aussi, on perd des ballons, nous aussi, on fait des erreurs. Après, je pense qu'à part Kevaru 16,
qui a un comportement exemplaire toujours. magnifique. Il n'a Ouais. jamais parlé. Ouais, jamais. Daniel Tice. Lui, Terry Tarpé. Ouais, lui, Ouais, Terry, bien sûr. bon, Terry, c'est. Bravo, monsieur. Légion d'honneur. Et les espoirs. Et les espoirs. mais Daniel Tice, il joue pas les playoffs, mais Daniel Tice, tu le touches à peine, il marque, il se retourne, il regarde les arbitres, le regard de... Mais il a de très belles dents. Il a de très belles dents. Et le match vient de commencer, avec Steph, le match vient de commencer, souvent on est comme ça, on fait, regarde, ça commence d'entrée et tout. Première action du match, il marque un bon play, un bon truc, tu vois, et tout, et là, il regarde l'arbitre. Ça Je suis d'accord, c'est parti. C'est une routine, ça devient. Ils sont terribles. Vous êtes terribles. Revenons à la finale quand même, parce qu'il y a ce match 4 où Mathieu joue. Ouais. Parce que, tu vois, je vais te dire un truc. Si on était dans le complot, là, en fait, vraiment, j'y vais à fond, mais si la Ligue ou ce qu'il y a autour de vous ne voulait pas que Monaco ait un match 5, bah fallait suspendre Mathieu pour le match 4, en fait. Non, mais alors, Je pense que c'est la date. administrativement, c'était pas possible. Ça J'ai bien compris que dans cette finale, on pouvait s'arranger sur beaucoup de choses, les Non, gars. mais en fait, là, il y avait la commission qui devait se rejoindre, mais bon. Mais c'est, alors là, pour le coup, Ça changerait notre Et ils histoire. ont pris la dernière Ils l'ont pris juste avant le match. décision 2 heures avant le Ouais, match. 2 heures avant le match. Bon, bref, donc il y a ce match 4. Mathieu joue son dernier match avec Monaco. Il est Excellent, extraordinaire. encore. Vous faites 2-2, ça c'est encore On parle de lui pour un petit d'ailleurs. Ça, c'est un Mhm. but. Ah, mais il était efficace, Ah oui, il créait le efficace. jeu, il était au scoring, à la défense, ouais, il faisait tout. Donc match 4, fantastique. Et donc, il est suspendu. Et donc, moi, je prends mon scout, je vais à la salle. Mathieu est suspendu. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Monaco va jouer? On a 48 heures, il faut C'est ça, c'est ça. Vraiment 2 jours. Mais bon, mais quand on sait que Mathieu est officiellement suspendu, est-ce que... Franchement, moi je vais te dire, avec Steph, on était sur le scout, on parlait avec Chloé, les gens de DAZN et tout de l'équipe, on a imaginé tous les scénarios possibles. Ah ouais. Tous. Ah, mais dans notre groupe chat aussi. Sauf celui-là. Comment ça se passe à un moment donné pour dire vas-y Mike, viens jouer. Tu sais, on a l'impression que c'est un pick-up game, qu'il y a des bières tièdes sur le côté, qu'il y a un mec qui se blesse et dit vas-y dépanne. C'est ça. Ben. Quel moment incroyable. À 2 doigts de jouer en Timberland, Mike James, c'était pareil. Hein. On nous dit non, vous inquiétez pas, Mathieu il va jouer, c'est bon, on a vu, ça va être réglé. Donc nous on se dit bah c'est bon, ça va se passer normal et tout. Le résultat tombe, il joue pas, tout le monde est choqué, frustré. Oh, on joue plus, ça sert à rien, il triche et tout le monde s'énerve, il y a beaucoup de frustration. Après, on prend du recul, les mecs, on arrive jusque là, c'est le match 5, c'est le dernier match de la saison, la dernière fois qu'on est tous ensemble, on peut soulever un trophée, sourire et tout. Venez, on se donne à fond. Et Mike qui était par là, qui prenait l'avion pour Paris, je crois qu'il rentrait chez lui le lendemain. Mais je pense dans le fond qu'il voulait quand même, je pense qu'il était content pour nous, qu'on soit arrivé jusque là, il a voulu nous soutenir. Peut-être qu'il serait venu au match dans tous les cas, dans les tribunes, regarder ou même sur le banc. Mais le fait que Mathieu ne puisse pas jouer, il est venu nous donner un coup de pouce clairement. Et comment ça s'est passé, mon Qui a eu l'idée? C'est lui qui a proposé de jouer? C'est un mec qui a dit bah, Mike, vas-y, joue en fait. Ben, on a su qu'il prenait l'avion pour venir, de ce que j'ai compris. Hein. On a su qu'il prenait l'avion, mais personne n'avait amené son maillot. Mais au final, il a des chaussures, ou je crois qu'il est allé dans un magasin acheter des chaussures. Non. Mais c'était n'importe quoi. En fait, moi, j'ai posé mon téléphone, j'ai dit je veux pas voir tout ça, je vais faire ma sieste, je me prépare comme si je vais jouer un match 5 où il y a tout le monde, et on va voir quand je vais me réveiller que je vais faire mes affaires. Et donc j'arrive à la salle, on arrive à la salle, il n'y a pas Mike, on me dit ouais, peut-être qu'il va venir, peut-être pas. Je fais mon entraînement individuel, je reviens, il est sur la table en train de se faire stretcher. Eli, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et après, ben, ouais, il a dit ouais, je suis là, soit ça va bien se passer, soit pas bien, mais moi je suis là pour aider, je me prends pas la tête. Numéro de Mathieu strappé. Ouais. Numéro strappé, 32. Ouais. Quelle drôle de manière de préparer un match 5 des finales LNB. C'est du jamais vu, hein, faut le dire. Mais C'est oui, du jamais On vu. était au vestiaire en train de rigoler et tu le regardes, tu dis mais le mec est vraiment là. Ça fait je sais pas combien de mois qu'il est à Monaco, il s'entraîne individuellement et tout, et là il est là et après on a dit let's go, hein, on a un créateur part, un créateur arrive et on va faire ensemble. Est-ce qu'il a parlé, lui? Il a dit quelque chose avant le match, tu vois? Non, il a rien dit, il est vraiment venu tranquille, il s'est échauffé vite fait, mais il avait une attitude positive, il était... Ah, on l'a jamais vu aussi tourner vers le collectif. Il est venu hein. comme un match du dimanche après, mais entre copains.
les gars, je suis là. Si vous avez besoin que je fasse des passes, que je défende un peu. Ouais, que je On mette, parle de Mike James, les gars. que je mette une énorme filoche pour Ouais, passer bien devant sûr. aussi quand même. On Celle-là, parle elle fait de du- Mike- elle, celle-là, les elle fait du- gars. il va faire 7 passes et 7 points. Et honnêtement, alors c'est dans un registre qui n'est pas du tout la Mike James, il est plus proche d'Emeric Janot que de Mike James dans ce match-là, mais il va vous faire un bien de fou. Ah, mais il fait du bien. S'il n'est pas là, vous gagnez pas. Hein. Et sans lui, je pense qu'il y a que moi en tant Oui. que meneur. Et je pouvais pas jouer 40 minutes. Donc il vient, il joue 15-20, je crois. Petit taf, propre. Puis pareil, c'est là que tu vois le joueur qu'il est. Il force pas. Ça fait longtemps qu'il a pas joué. Sur les pics, il sort fort, il fait la passe, il défend, il joue simple. S'il a des tirs ouverts et son isolation à la fin, il met ce 3 points et ça booste tout le monde. Mais voilà, à la fin du match, félicitations les gars. Bon, j'y vais, j'ai l'avion demain là. C'est pas possible. Ouais. Mais c'est incroyable. Ouais, il a fait Non, mais- 2-3 photos avec le trophée. Le mec, c'est un indépendant en fait. C'est un intermittent du spectacle. Il est venu faire. Il avait 2 heures à donner. C'est clair. Petit Non, mais pick-up, il a envoyé sa il a fait ça avec le trophée, il est parti. Il a envoyé sa facture au président. Bon, pas sûr qu'il soit. Incroyable. Non, mais en vrai, c'est fou. Ah, mais c'est dingue. Faut faire un documentaire. Il paraît que dans la saison, Nedovic, il a dit mais attends, le truc de The Last Dance et tout, mais là, faut mettre des caméras, faut la raconter cette saison. Ce qui se passe, c'est complètement fou. Mais là, on aurait eu des micros, des sas, un peu comme la télé-réalité, là où les gens ils parlent entre les séquences. Et tout, au vestiaire partout, dans l'avion, à l'hôtel. Non, mais il y a Il y a eu beaucoup de dingueries cette année. Vraiment. Vous avez eu des hôtels annulés Ouais. en Euroleague Beaucoup parce trop. que il y avait Parce des que- impayés. Ah ouais. Ouais. Oh la vache. C'est pas à un moment donné, vous ramenez des clés et on vous dit ah non, mais vous pouvez pas monter. Il y a eu un match pendant les. Là, on est rentré du shooting et on pouvait pas aller à la douche dans nos chambres. Il fallait aller manger le lunch, le temps qu'il règle pour pouvoir retourner dans nos chambres. Et ouais, c'était. Ouais, on était. Tu raconteras ça un jour, ce qui s'est passé réellement? Là, c'est peut-être un peu tôt, tu vois. On va même pas- Ouais, tu là vois. c'est tôt. Et puis Non, mais il y c'est a tôt, tellement tranquille. des trucs. Oui, oui, non, mais est-ce qu'un jour on pourra s'asseoir là, tu vois, et même avec Mathieu et tout, tu vois, on est là, et vous nous racontez, parce que là, je sens bien qu'il y a des trucs quand même qui ont dû se passer, vraiment même pas drôle en fait. Ouais. Là, on rigole, mais c'est pas drôle. Ah non, il y a des trucs, tu te dis, mais c'est la fin. Lui, il va rentrer chez lui, lui va partir. Eux, ils vont plus jamais se parler. L'autre, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et il y avait des trucs, et t'hallucines. Mais c'est pour ça que c'est aussi que ce titre-là, il est quand même fou. Parce qu'il y a quand même eu une envie commune de bien finir. Mm. Tu vois, avec tout ce que vous avez vécu, ce qu'on a ressenti sur le terrain, sur ce match 5, sur ces finales, sur ces playoffs, c'est qu'il y a eu ce truc de se dire là, ok, en début de saison, on savait pas la dernière saison. Par contre, sur les playoffs, tout le monde savait qu'ils allaient se barrer. Il y a eu ce truc de dire, quand on a perçu ça, de se dire, on finit fort ensemble. Ouais. Et après le reste, ça appartient aux autres. Mais ça nous appartient. Ouais, c'était hyper important. Et surtout, on n'a rien à nous reprocher aussi. On s'est donné à fond sur le terrain. On a fait des playoffs de fou. On a tout gagné. On s'est dit, allez, on gagne le 4e. On fait le grand chelem, là. Et on se parlait entre nous. Dans le bus. Ah, toi, tu vas où l'année prochaine? Ah, ça. Ok, cool. Bon, bonne chance. Allez, on finit fort. On se donne à fond. On est sérieux. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est fort. Avec toutes les émotions qu'on a eues, c'était dingue. Ouais. Vous avez montré un beau visage, au-delà des trucs avec les arbitres quand même en termes de basket, c'est vrai qu'on peut dire, vous êtes allé la chercher et tout, et puis on a 2 finales fantastiques qu'on a vécues. Historiques, iconiques. Bien Ouais. sûr. On a connu Franchement, c'est cool, hein. on a connu les Polimoges, on a connu. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je suis un peu plus. Bah, Asvel Monaco ces dernières années, on en a vu des beaux aussi, bien sûr. Les Polimoges, les Asvel Monaco, on a connu Asvel Po, on en a. Exactement. Ouais. Là, mon gars, là, dans l'histoire, ouais. on pourra dire. Alors, il y en a Ouais. eu 3, mais donc, bon, la première, ça a été vous étiez indigne, vous étiez venu gagner 3-0, mais ces 3 finales-là, ces 3 dernières d'affilée, c'était cool quand même. Parce que c'est vrai qu'on vient te chercher sur les comportements avec les arbitres et tout, mais vous avez quand même offert des trucs qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en France qui peuvent faire dans le basket. Ouais. Je pense en termes de basket, de spectacle, et puis là, cette année, ce qu'il y a eu autour, ça a mis du piment sur ces playoffs, sur les finales. Même les gens, j'entendais tout le monde parler de « Oh, Mike est là, lui est là, lui il va Tu sais que j'ai eu les jouer. frissons, moi. On est à l'antenne avec Steph, Chloé, on fait l'avant-match avec Pape. Et il y a la rumeur Mac James, on voit son nom écrit en haut, on mais voit oui. son nom écrit en haut avec le numéro de Mathieu. Je me dis, frère, je suis en train de vivre un film Netflix. Et là, je vous vois arriver en courant. Je vois Mac James qui arrive. Je crois que j'ai eu les frissons. Je me dis, en fait, c'est un scénario Ouais, c'est fou. exceptionnel. Alors, peut-être ça va être un fiasco sur le terrain. Ça n'a pas été.
Et je suis rentré chez moi le soir, j'ai dit, waouh, je viens de vivre un truc en tant que journalistiquement parlant, à traiter, exceptionnel. Ah, c'était exceptionnel. Et je pense que pour les fans aussi. Quand les fans parisiens, ils ont dû voir Mike arriver, ils se sont dit, oh, on a perdu Mathieu, mais on récupère Mike. ça devait être quelque chose. Et pour le public de Monaco aussi. Mais c'est vrai que ouais, ça s'est fini. C'était étrange quand même. On était content de ce qu'on avait fait, mais c'était une fin, c'était pas la plus belle fin. Comment vous l'avez fêté ce titre d'ailleurs? Ben, on l'a pas vraiment fêté. Hein. Je pense qu'aucun de nos titres, on l'a vraiment fêté. Soit parce que pendant la saison, on enchaîne les matchs Euroleague, etc. Et là, ben, comme j'ai dit, il y en a qui ont pris l'avion le lendemain, qui sont rentrés aux États-Unis. Il y en a qui sont restés sur Paris. Il y en a qui sont rentrés à Monaco. Le soir même, vous avez pas fait un truc? Très peu. Non, même pas. Vous êtes rassasiés en fait. Parce qu'il y en vous a avez qui trop gagné, les il mecs. y en a qui ont pris l'avion pour rentrer, il y en a qui sont restés à Paris. Donc Ok. il y en a qui ont célébré à Paris, il y en a d'autres qui sont. Un peu chacun dans son coin ou Ouais. un petit groupe de joueurs C'est plutôt. pour ça on que va dire. c'était un peu bizarre ça Ouais, aussi. Ouais. ok. Qu'est-ce que tu as gardé alors, du coup de ces belles années monégasques qui t'ont vachement réussi sur plein d'aspects Que tu peux être garde du corps. Moi, je pense que ce que je vois, c'est que tu peux être garde du corps. Cette année, tu as quand même été impliqué dans une bagarre. Tu as voulu séparer Ouais, avec, donc, entre Bégarin et Losseur, là. Balèze. Mec, t'es chaud, hein? Ah, j'étais. Il te touche un peu, non? Il est costaud. Oui. J'ai baissé là. Parce que je pense que s'il te touche bien, Il était vraiment concentré sur le coup derrière. Ouais, ouais. C'est vrai que Oui. je me suis mis au milieu, j'ai dit, wow, il faut quelqu'un qui arrête parce que s'il arrive plein. Ah ouais, il est arrivé lancé comme ça, je pense qu'il arrachait tout. Hein. Bravo, parce que bon courage, hein, parce qu'il faut y Encore aller. une fois, des expériences Oui, de vie. Une de plus. Une de plus. Est-ce que t'as vu la mort sur ce moment-là? Non. Mais non, mon passage à Monaco, énorme. Des titres, des finales, des matchs 5 à tout va. Des expériences de fou, un rôle important dans une équipe qui gagne. J'ai beaucoup appris et je retiens que le positif quand même, malgré ça. Des rencontres énormes. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas passé dans ma carrière. J'ai fait 4 ans à Pau, je fais 2 ans aux États-Unis, 1 an à Lasvel et boum, je retourne dans un chapitre de 4 ans avec les mêmes gars. Donc ça a fait du bien aussi de Se poser. Ouais, exactement. Donc là, le chapitre Monaco est officiellement fini. Hein. Oui, il n'y a pas de secret là. Il n'y a pas de secret, tu vas quitter Monaco. Et beaucoup de rumeurs t'envoient du côté de Dubaï, donc. Ouais, il y a moyen, ça discute bien. C'est un projet qui te plaît, c'est une équipe jeune d'Euroleague. Il y a des similitudes avec Monaco un petit peu. Ouais, sur les débuts de Monaco. Monaco qui arrive en Euroleague, qui font un match 5 contre Olympiakos. Dubaï l'année dernière qui font des play-in, mais qui ont eu beaucoup de blessés. Et je pense qu'il y a un très très gros potentiel là-bas. Ouais. Tu vas être bien là-bas, même si bon, on sait que, a priori, vous n'êtes pas beaucoup à Dubaï. Moi, j'ai l'impression que Eli Okobo, qui vit toute sa vie à Dubaï, c'est écrit. Hein. Ah ouais? Ah ouais, t'as le bon profil. Hein, C'est un Bordelais, après, c'est un mec qui mange des cœurs de canard quand même. Hein. Oui, il a oublié cette époque. Hein. Moi, c'est les cannelés, la chocolatine. Ah bah voilà. Ah, ça sera pour les vacances, en famille, ça. Non, faut voir, hein, faut voir. Mais c'est vrai que le prochain chapitre de ma carrière, je suis impatient vraiment de commencer ça. Tariq a un nouveau statut, en tout cas, c'est sûr. Après 4 ans à Monaco. Un statut Ouais, je de pense joueur que- majeur d'Euroleague. Je pense que j'ai montré de très bonnes choses et que voilà, je continue à progresser chaque année, je le vois et je le ressens. Je veux qu'on ouvre le chapitre équipe de France. La dernière fois on t'a vu ici, c'était avant les Jeux, c'était en pleine prépa. Je me souviens très bien. Ouais, on était. C'est pour ça que j'ai hésité à venir, je me suis dit que ça va me porter la poisse encore. Il n'y a pas de compète, là, ça va. Moi personnellement, j'étais persuadé que t'allais être pris. Aujourd'hui, il y a un nouveau sectionneur qui te fait complètement confiance, qui est un palois lui aussi. Mais je voudrais qu'on revienne quand même sur que tu nous racontes quand on t'a pas pris au jeu, parce qu'on t'a pas eu depuis. Ouais. Enfin, en interview en tout cas. Comment tu l'as vécu? La décision de pas être pris et de regarder la compète. Je l'ai vécu tellement mal. C'était hyper frustrant. Je suis sorti d'une bonne saison. Après la Coupe du Monde où ça s'était pas hyper bien passé collectivement. Et je me suis dit avec la bonne saison que je fais, j'ai fait une prépa correcte. J'ai fait tous les efforts. J'ai été le meilleur défenseur du monde à ce moment-là. Et juste le fait d'avoir... Voilà, ça faisait 6-7 ans qu'on savait que les Jeux Olympiques c'était en 2024 à Paris. Et j'avais calculé mon âge, je me suis dit 26 ans, je serais trop fort et tout, quand j'étais tout jeune. Et
Et le fait que ça s'est pas fait, ouais, je l'ai hyper mal vécu. Je suis parti en vacances, j'ai essayé de penser à autre chose, mais c'était hyper dur. Et je suis quand même venu voir les 2 demi-finales et la finale. Parce que le basket, c'est ma vie, c'est ma passion. Et voir du grand basket, ça m'intéresse. Mais c'est vrai que c'était hyper dur. Et c'est pas que je l'ai digéré, mais voilà, j'y pense plus trop. Parce que dans 2 ans, il y a Los Angeles, il faut se qualifier, il y a une Coupe du Monde, mais surtout le grand changement, c'est que tu sembles quand même, avec l'arrivée de Freddy Fotoux, avoir un rôle majeur dans cette équipe-là. Parle-nous un petit peu de ta relation basket sur la prise de pouvoir de Freddy en équipe de France et ta relation avec lui. Bah on a beaucoup parlé. Il me fait confiance et après, c'est à moi de performer. Hein. Il n'y a pas de piston là-dedans. Faut taffer, faut montrer qu'on a envie, il faut être efficace dans un groupe. Il y a plein de très très bons joueurs en équipe de France et il faut fitter les uns les autres. Donc c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'ai essayé de faire sur les premières fenêtres quand il a coaché, à l'Euro l'année dernière et là sur ces fenêtres. Donc voilà, moi je prends beaucoup de plaisir avec le groupe qu'on a. On n'était pas au complet là, mais on a pu déjà voir le potentiel du groupe et juste à moi de continuer à être bon, efficace et à ajouter une plus-value à cette équipe. Ça s'est bien passé là sur la fenêtre là? Ça s'est très bien passé, on t'a vu être chez toi à Pau là, applaudi par tout le monde. Non, être à Pau c'était vraiment cool. À chaque fois que je jouais là-bas, c'était pour des matchs amicaux. Et là, c'était la première fois qu'il y avait un match en jeu. Donc j'ai kiffé, j'étais à fond dedans. Et ça marche toujours le palais, hein. Le palais, ouais, il fonctionne. Surtout avec les ventilos qu'ils ont amenés de Paris là. Ouais, c'est mieux quand même. C'est mieux. C'est vrai que le début de stage c'était horrible. Bah ouais, en pleine canicule. On s'entraînait tôt parce que après il faisait trop chaud. Il remonte en Pro d'ailleurs, Pau, ton club formateur. Il monte en Pro. J'ai regardé le match à la télé. Je crois que c'était entre notre match 3 et 4. Ouais. Non, j'étais enjaillé. 4 et 5. 4 et 5. Ouais. Non, j'étais enjaillé. J'étais content pour Pau. Ils ont fait quoi, 2 ans en Pro B là depuis? Un peu plus même, peut-être. Hein. Ouais. Et non, un gros match. Ils ont pris 20 points chez eux. Le match 1, ils ont gagné au match 2. Et là, le match 3, ouais, c'était dingue. Donc je suis vraiment content que Pau revienne là-haut. Tu as 28 ans, donc on le dit, tu rentres dans ton prime. On aime bien dire que les primes, c'est 28-32. Tu as déjà connu beaucoup de choses. C'est quoi tes objectifs en tête? Tu vois, tu parlais de tout jeune, tu avais coché la case Jeux Olympiques à Paris. C'est quoi les cases que tu coches là pour tes prochaines saisons? Là, ce que j'ai vraiment envie d'avoir, c'est l'Euroleague. Être tellement à ça l'année dernière, je pense qu'il y a moyen de, peu importe avec qui je suis, d'y retourner et je vais tout faire pour. Donc ça, c'est à court terme, c'est de gagner l'Euroleague. Après, bien sûr, ce serait de participer à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques. Los Angeles, c'est une ville pas mal aussi. Donc, c'est un beau cadeau de continuer à consolation. représenter la France, ouais. Bien sûr, est-ce que tu as eu des contacts avec la NBA là, ces derniers temps pour y retourner? J'ai eu, ouais, mais ça a jamais été des trucs hyper clairs. Les Quinry, ils parlent, mais si c'est pas clair, on vend plus du rêve comme ça. Je suis plus tout jeune, donc moi je prends les trucs sérieux. Okay. Juste une dernière question, parce que dans le rôle que tu as, fort joueur, balle en main, joueur de pick and roll, ben, si on se projette avec l'équipe de France, il y a un mec avec qui tu risques de jouer beaucoup de pick and roll, c'est Victor Mbanyama. Parle-nous un petit peu de sa saison, de comment tu te projettes avec lui en équipe de France, que tu devrais peut-être retrouver au mois d'août, hein, Victor. Normalement, oui. Normalement, ouais, il vient. Non, saison de fou. 2e au vote de MVP? 3e. Ouais. Pour nous, Français, il était 1er. Saison de dingue. Premier run en playoff, il va jusqu'en finale. Il a dominé, il a montré tout son talent. Et voilà, je le connais bien, il travaille hyper dur. Il est hyper droit dans ses baskets. Il est humble. Et je suis hyper content pour lui. Je jouais avec lui à Lasvel. Il était tout petit, tout maigrichon. Et voilà, je pense qu'on peut bien se retrouver sur le terrain, lui et moi. Sur des situations de pick and roll, ça peut être stylé. Quand tu repenses à Lasvel, tu pensais que ça irait si vite pour lui? Finalement, une fois qu'il arrive en NBA? Ouais, je voyais la mentalité, la manière dont il travaillait. Et ouais, je savais qu'il allait prendre en muscle. Et il était prêt. Il est beaucoup trop grand aussi, donc ça aide.
Est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui va dire l'inverse de ça? Non, moi, j'y croyais pas et tout. S'il existe, viens, qu'on en discute. S'il existe, il a plus de métier. S'il est dans le métier du basket, il n'y est plus en tout cas, s'il pense ça. Non, il disait à cette époque-là qu'il voulait se faire drafter premier. Bien sûr. Et il avait la certitude qu'il allait être premier quand il allait se présenter à la draft. Et voilà, il a fait. Hein. Ah oui. Eli, merci, on s'est régalé. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Merci à vous. On te retrouve dans 2 ans. On aime bien faire des rendez-vous tous les 2 ans. Dans 2 ans. Les années paires. C'est bien. Pas avant les JO parce que ça porte la plaque. Après les JO, la médaille d'or. Après la revanche face aux Américains. On la fera sur place. On la fera sur place. Bravo. Ce qu'on espérait. Merci Eli. Bon courage pour la suite. Merci.